déjà bienvenue à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la capabilité process. Donc le titre du webinaire, c'est: «Pourquoi les études de capacité ne vous apportent-elles pas la valeur ajoutée ou la valeur attendue?» Voilà. Avant de commencer, on va quand même se présenter, prendre un peu de temps pour se présenter. Donc moi, je m'appelle Brice Gravel, je suis, directeur technique pédagogique et qualité chez Vertis Engineering, qui est une société de formation et et d'ingénierie, et donc qui travaille surtout dans le domaine, de l'industrie et des optimisations, enfin de l'optimisation qualité, industrie, outils qualité, et cetera. Donc on va travailler sur l'Amdex, sur justement les capacités, la maîtrise, des processus en statistique, et cetera. Mmh. Donc voilà. Le principal intervenant aujourd'hui, ce sera Xavier Seigne, qui est, le cofondateur de la boîte, et qui peut se présenter en quelques mots s'il veut tout de suite. Oui, moi aussi, je suis intervenant chez Vertis Engineering aussi, principalement sur les sujets, maîtrise des risques techniques, donc Amdec Produit Process que j'ai en commun avec Brice, hein, et aussi, en conception et développement, de produits mécaniques, avec une forte spécialisation dans le domaine du tolérancement, de la cotation fonctionnelle. Et au fil des années, cette spécialisation m'a amené à faire le lien avec ce qui se passe en usine et donc avec les études statistiques de capacité, avec la SPC, avec les études des moyens de mesure. Et donc c'est pour ça que oui, je déroulerai cette présentation, sur le sujet capacité aujourd'hui. Voilà, merci Brice. Voilà, bon, je vais avancer. On voulait commencer ce webinaire, sur les capacités premièrement par une question. C'est une question toute simple. Quelle est, selon vous, la principale utilité des études de capacité? Alors, il y a un choix possible, hein, sur les 4, on ne vous a pas permis de sélectionner les 4. Ça sert à quoi? C'est quoi le plus gros apport des capacités? Est-ce que c'est piloter la fabrication? Est-ce que c'est réagir avant les rebuts? Est-ce que c'est répondre aux exigences du PIPAP? Ou est-ce que c'est répondre aux exigences clients? Donc effectivement, il y a 2 réponses, on va dire, qui sont les réponses, un petit peu, formelles, officielles. Le côté un petit peu négatif des études de capacité, on les fait quelquefois malheureusement pour répondre aux exigences clients, pour répondre aux exigences du PIPAP. Évidemment, ce qu'on cherche à faire dans ce webinaire, c'est essayer de montrer, déjà comment les études de capa permettent de piloter la fabrication, comment elles permettent de réagir avant les rebuts et quelles sont les situations qu'on rencontre dans l'industrie où, malheureusement, l'utilisation des capacités n'est pas mis en œuvre en usine d'une manière qui permette de faire ça, c'est-à-dire de piloter le process de fabrication et de réagir avant les rebuts. Comment le détecter et quoi mettre en place pour revenir à vraiment des capacités qui apportent quelque chose, quoi, qui permettent de réagir avant les rebuts et vraiment piloter notre process. Voilà. Alors ce sondage, on l'avait aussi, fait auprès d'une communauté LinkedIn. Bon, il y avait eu 7 réponses, mais effectivement, la majorité des personnes sont quand même conscientes que les CAPA, c'est pas juste un outil, contractuel, qu'on insère dans le PIPAP et qui est là pour satisfaire le client. C'est quand même, à la base, quelque chose qui est là pour nous aider à piloter et puis pour nous aider à anticiper les rebuts. Voilà. Même si, nous, en tant qu'intervenants dans l'industrie, on se rend compte bien souvent que malheureusement, elles sont pas utilisées à leur plein potentiel. Il y a vraiment des marges d'amélioration importantes. Et particulièrement en fabrication vie-série, en fait, dans le comportement vie-série du process. Voilà pour cette petite introduction. En termes de programme, je compte passer un petit peu de temps au début du webinaire pour, rementionner pour tout le monde, quand on parle de capacité, on est en train de dire qu'on veut s'en servir pour piloter, pour anticiper les rebuts. Tout ça, on pourrait résumer par le mot maîtrise. On veut maîtriser finalement notre process de fabrication. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que maîtriser statistiquement un process de fabrication? Donc je passerai quelques instants à le rappeler. Deuxièmement, c'était un des sujets du webinaire. Dans l'industrie automobile et dans l'industrie aéronautique, il y a une tendance depuis de nombreuses années à, au fait que les capacités exigées par les clients vis-à-vis de leurs fournisseurs augmentent. Un 33, un 67, 2. Est-ce justifié? On le verra. Et deuxièmement, comment
gérer au mieux cette exigence entre clients et fournisseurs? Notamment, on se posera la question, est-ce que cette exigence de capacité s'applique aux éléments fonctionnels que l'on livre à notre client? Mais est-ce que ça veut nécessairement dire que les capacités sur toutes les pièces, tous les composants internes à notre produit doivent être soumis à cette exigence de capacité client ou pas? Voilà, donc comment gérer ces exigences de capacité élevées dans un contexte d'assemblage mécanique, hein, avec au final une caractéristique à livrer au client. Et puis on reviendra sur le dernier sujet de la formation, utiliser les capacités pour piloter un process de fabrication. Heu, Quel type de situation on peut rencontrer dans une usine? Quand on est client, par exemple, qu'on va auditer un fournisseur, qu'est-ce qu'on peut aller gratter pour, investiguer si les capacités sont réellement utilisées, pour faire du pilotage ou pas? Et si ça n'est pas le cas, que mettre en place pour que ce pilotage, ait réellement lieu? Voilà. Donc c'est un webinaire d'1 heure, hein, ça n'est pas une formation, donc on va rentrer dans un certain niveau de détail qui ne va pas être extrêmement poussé, mais quand même, je pense, avec des éléments, potentiellement intéressants. Voilà. Qu'est-ce que maîtriser statistiquement un process de fabrication? Alors, si on simplifie, on a un process de fabrication ici qui fabrique ma cote de enfin ma spécification de localisation de ce plan, à 2 millimètres. Heu, Si on prélève des pièces, un certain nombre de pièces, 1 millier, 2 000, 3 000, qu'on les mesure et qu'on en génère un histogramme, maîtriser cette fabrication, c'est faire en sorte que cet histogramme, entre guillemets, «rentre de manière fiable dans l'intervalle de tolérance», en fait, hein, voilà. Alors, on veut rentrer dans l'intervalle de tolérance, tout simplement. Parce que sur notre planète Terre, malheureusement, il n'y a rien qui ne varie pas. Tout varie et donc on a besoin de maîtriser ces variations. Voilà. Donc, une petite image un petit peu terre à terre, mais qui est quand même intéressante. Si je veux faire rentrer les variations de mon process de manière fiable dans l'intervalle de tolérance, c'est un peu comme ce qu'on fait tous les jours. Si on a une maison ou si on a un garage, entre guillemets, je veux faire rentrer ma voiture, dans mon garage, hein. C'est je pense que tout le monde voit cette image. Elle est relativement, simple à comprendre et il y a une chose qui est, ça me permet de mentionner, pour que ma voiture rentre dans mon garage, ça va être intéressant pour la maîtrise d'un process, hein, c'est comme maîtriser un process. Déjà ma voiture, si je prends celle de gauche ou celle de droite, je vois bien qu'elle rentrera pas dans mon garage. Celle du milieu, par contre, pourra rentrer. Donc ma voiture doit avoir la largeur adéquate. Voilà et puis deuxièmement, si je rentre le vendredi soir après un webinaire capacité au téléphone avec Brice, pour rediscuter du webinaire et que je fais pas attention, ben je vais probablement rentrer de manière décentrée, et probablement rentrer en collision avec le bord du garage. Donc la deuxième chose, il suffit pas d'avoir une voiture de la bonne largeur, il faut aussi avoir une voiture que je conduis convenablement et que je rentre dans l'ouverture de mon garage de manière centrée. Voilà. OK, donc c'est les 2 conditions pour faire rentrer la voiture dans mon garage. Bon, heu, la petite question qui est ici, du coup, si on fait le parallèle entre, cette, problématique au niveau de la voiture et un processus de fabrication, à votre avis, la largeur adéquate, ça correspond à quoi? Ça correspond à la dispersion du process ou ça correspond à sa localisation? Et deuxièmement, rentrer de manière centrée, ça correspond à quoi? Ça correspond à la dispersion ou la localisation du process? Effectivement, avoir la largeur adéquate, ça correspond à maîtriser la dispersion de notre process et puis rentrer de manière centrée, ça correspond à maîtriser la localisation de notre process, voilà. Mais mine de rien, cette petite image, elle est quand même très importante parce que quand on cherche à maîtriser un process, et beh, c'est vraiment la chose de base qu'il faut avoir à l'esprit. Un processus de fabrication, il a des variabilités, que l'on représente sous forme d'une distribution, hein, la distribution venant justement de l'histogramme qu'on a vu tout à l'heure. Et cette distribution, pour la maîtriser et pour bien comprendre ce qui se passe, eh beh, on s'est rendu compte qu'il est utile de séparer ces variations en 2 types de catégories. Une catégorie localisation, c'est-à-dire où est-ce qu'elle est, ma production, ma distribution, où est-ce qu'elle est? Indépendamment de sa forme, indépendamment de sa dispersion. Et une catégorie dispersion, c'est-à-dire ma distribution est-elle, très dispersive comme la bleue ici, ou est-elle peu dispersive comme la verte? Voilà. C'est séparer les choses comme cela, c'est très utile parce que quand on a
on observe un certain comportement, par exemple celui-là, vous voyez, on est décentré sur la droite, on a des rebuts qui sont générés ici. Eh bien, quand on est capable de dire que les rebuts que l'on observe viennent d'un problème de localisation, du coup, la recherche des causes derrière est beaucoup plus aisée, parce qu'on sait que c'est un problème de localisation, c'est un problème de décentrage. Donc, il faut qu'on aille chercher dans notre historique toutes les causes qui pourraient générer un problème de décentrage sur les paramètres machines, etc., les facteurs influents. De même que quand c'est un problème de dispersion, comme la bleue, là, eh bien, il faut aller chercher les éléments qui impactent la dispersion. Ça permet d'y voir clair dans les causes, en fait, de séparer les deux choses. Puis ça a un avantage aussi, c'est que les deux sont liés. Quand on est très dispersif, comme la rouge, là, par rapport à l'intervalle de tolérance, eh bien, on ne peut pas avoir de défaut de localisation. Par contre, si on sait qu'on est peu dispersif, eh bien, on va pouvoir se décentrer. Donc les deux peuvent être gérés ensemble, en fait, de manière à obtenir la maîtrise de notre process de fabrication. Donc, la localisation, c'est mesuré évidemment par quelque chose qu'on connaît tous, qui est la moyenne. Voilà, la moyenne. Et la dispersion, c'est mesuré, géré par quelque chose qu'on appelle l'écart type, sigma ou S, ou alors par l'étendue, le maximum moins le minimum. Hein, voilà, on trouve toujours ces deux indicateurs-là. Voilà. Ensuite, quand on veut maîtriser un process de fabrication, bah, on va s'intéresser à cette moyenne et cet écart type. Alors, je vais passer sur un fichier que je voudrais montrer sur ce sujet. Par exemple, ici, sur la problématique de localisation à 2 mm, on a un certain nombre de données mesurées, on a notre histogramme, on a calculé notre moyenne, notre écart type, on a calculé la moyenne plus ou moins, vous voyez, 3, 4, 5, 6 écarts types dans cette zone-là. Et l'intervalle de tolérance étant 0,4, 2,4, on se rend compte que bah, jusqu'à 4 sigma à peu près, on rentre dans l'intervalle de tolérance. On est en dessous de 2,4 et au-dessus de 0,4. Voilà. Donc là, on dit qu'on tient, entre guillemets, 4 sigma, ce qui correspond à un niveau de CPK, on le verra tout à l'heure, qui est de 1,334 en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, maîtriser un process, finalement, si je reviens sur ma présentation, comme on vient de le voir, c'est faire en sorte que on fasse rentrer un certain nombre de sigma, un certain nombre d'écarts types dans l'intervalle de tolérance. Ça étant la tolérance supérieure, évidemment, la ligne rouge ici, et celle-ci la tolérance inférieure. Voilà. Donc maîtriser un process, c'est en fait jouer sur la localisation, donc notre moyenne, jouer sur la dispersion, de manière au final à faire rentrer le nombre d'écarts types que l'on souhaite dans l'intervalle de tolérance en fait. Hein. Ça nous amène à la notion de capabilité, mais à la base c'est ça que ça permet que permettent de faire les capabilités. C'est faire rentrer un certain nombre d'écarts types dans l'IT, en maîtrisant la localisation et la dispersion. Voilà. Donc maîtriser un process, on peut dire c'est ça. Voilà. Donc imaginons qu'on ait ce process-là, enfin cette distribution-là par rapport à l'intervalle de tolérance qu'on a ici, tolérance inf, tolérance sup. Vous la visualisez, hein, cette distribution par rapport à l'intervalle de tolérance. Alors une petite question, que ce soit engageant, à votre avis, cette distribution, enfin ce process-là, par rapport à l'intervalle de tolérance que je représente là, est-ce que la production indiquée par cette gaussienne semble maîtrisée par rapport à l'intervalle de tolérance? Je vous laisse répondre, oui ou non? Très bien. Donc effectivement, alors si on prend la distribution elle-même de manière isolée, par rapport à l'intervalle de tolérance, tolérance inf, tolérance sup, hein, si on prend que cette distribution-là, elle rentre dans la tolérance. Hein. Là, on aurait le moins 3 sigma ici, à peu près. Hein. Ici, on aurait de l'autre côté le plus 3 sigma. On voit que bon, ça rentre dans l'intervalle de tolérance. En tout cas, si on veut faire rentrer plus ou moins 3 sigma, on voit qu'à peu près on rentre dans l'intervalle de tolérance. Voilà. Après, effectivement, si on veut faire rentrer 4, 5, 6 sigma dans l'intervalle de tolérance, oui, c'est sûr, elle est trop dispersive. Voilà, c'est clair. Mais imaginons que cette première distribution, là, on veuille la tenir à plus ou moins 3 sigma. Donc, elle rentre correctement dans l'intervalle de tolérance. Voilà. Le point que je voulais communiquer avec ça, c'est que, effectivement, si on considère notre process de production que dans l'instant, entre guillemets, indiqué par cette gaussienne-là, c'est-à-dire sur peut-être 10, 20, 30 pièces d'affilée, hein,
on voit qu'on maîtrise le process. Par contre, quand on regarde le process dans le temps, peut-être que les 20 pièces qu'on a pris à 8 h du matin nous donnent ce résultat-là. Par contre, si on en prend 20 à 10 h, elles seront peut-être ici. Si on en prend 20 à midi, elles seront là, et 20 à 14 h, elles seront là. Donc on se rend compte que maîtriser un process de fabrication, c'est pas juste faire rentrer 4, 5, 6 sigma dans l'IT à l'instant T. Ça consiste aussi à mener un travail de stabilisation statistique du process de fabrication. Voilà. On va le stabiliser en localisation, c'est-à-dire on va travailler sur sa moyenne, pour que la moyenne reste moyenne va varier évidemment, mais les variations de moyenne vont être maîtrisées. Et on va travailler aussi sur sa dispersion, de manière à faire en sorte que la dispersion, évidemment, varie, mais varie de manière maîtrisée. Voilà. Donc maîtriser un process, effectivement, c'est 3 choses, on a dit, hein. C'est 1, travailler sur la localisation et la dispersion. 2, c'est faire rentrer un certain nombre d'écarts types dans l'IT. Et 3, effectivement, un process n'est maîtrisé que si on est capable de prouver sa stabilité, en tout cas sur la période d'observation qu'on a choisie. Voilà. Alors, cette notion de stabilité sur la période d'observation, elle m'amène à parler d'un point important quand on fait des études de capacité. Pour quantifier le nombre de sigma dans l'IT, on va faire une étude de capacité. Et avant de faire une étude de capacité, il y a des prérequis à remplir. Une petite question, est-ce que vous voyez quel est le nombre de prérequis qui doivent être remplis avant d'être en mesure de mener une étude de capacité? Très bien, parfait. 5 réponses comme aux autres questions. 2, 3, 4, 5, quelle est la réponse? En fait, il y en a 3. Alors ça peut varier suivant les référentiels utilisés, dans l'aéro ou dans l'automobile. Ça peut varier, quand on est fournisseur suivant les exigences clients, mais en règle générale, il y en a 3. La première, c'est celle dont je viens de parler, c'est la stabilité statistique, en localisation et en dispersion. Si on fait une étude de capacité sur un process qui est instable, les valeurs qu'on va obtenir ne vont pas nous servir à grand chose, parce que la valeur qu'on aura, elle sera vraie, à l'instant de l'analyse, mais 3, 4 jours, 5 jours plus tard, elle sera plus vraie. Deuxième prérequis, c'est savoir comment se comporte statistiquement notre process de fabrication. Est-ce qu'il a un comportement gaussien ou est-ce qu'il a un comportement qui est autre que gaussien? S'il a un comportement autre que gaussien, ce n'est pas un comment dire? C'est pas rédhibitoire, il faut simplement adapter la méthode de calcul. Et troisième prérequis, c'est s'assurer que la tolérance qu'on mesure est bien une tolérance fonctionnellement justifiée. Voilà. Donc évidemment, alors je ne vais pas détailler comment on fait une analyse de stabilité, c'est des choses qu'on met en place avec des cartes SPC, hein, sur les valeurs dont on dispose. Comment on fait des tests de normalité, c'est des choses que l'on aborde dans nos formations, bon, calcul de kappa, SPC, voilà, en détail. Voilà pour les prérequis. Une fois qu'on a compris ce qu'on fait en termes de maîtrise statistique d'un process, une fois qu'on remplit les prérequis, je vais quand même mentionner, avant qu'on aille plus loin, comment on calcule une capacité. Voilà. Donc on a le calcul du CP. Le CP, c'est un calcul de capacité, donc il cherche à savoir si on est capable de faire rentrer le process dans l'IT. Et donc pour caractériser le process, on considère un intervalle qui comprend 6 sigma, donc plus ou moins 3 sigma de chaque côté. Pourquoi? Parce que c'est un intervalle sur une loi gaussienne qui est normalisée, parce qu'il contient 99,73% de la population. Voilà. Donc on divise l'intervalle de tolérance par 6 sigma. Voilà. Voilà. Et donc, tout simplement, si on est supérieur à 1, ça veut dire que 6 sigma rentre dans l'IT. Si on est inférieur, 6 sigma ne rentre pas dans l'IT. Voilà. Alors, une petite question que je voulais vous poser via la fenêtre de chat. À votre avis, quand vous regardez la courbe que je présente là, le CP à l'heure actuelle, comment est-il? Est-il supérieur à 1? Est-il à peu près égal à 1? Est-il inférieur à 1? Comment vous le voyez? Je vous laisse me dire dans la petite fenêtre du chat de Teams,
dans ce cas-là, bah oui, quand on compare la longueur de la flèche verte avec la longueur de la flèche violette, on voit que les deux sont à peu près de longueur égale, donc notre CP ici, dans ce cas-là, est à peu près égal à 1. Ce qui peut nous troubler, effectivement, c'est qu'il y a un phénomène de décentrage ici. La moyenne n'est pas au milieu de l'intervalle de tolérance. Mais cette notion-là, le CP ne le gère pas, en fait. Le CP ne retranscrit pas la notion de décentrage. Ce qui le retranscrit, évidemment, c'est le CPK, qui est calculé en deux moitiés, hein, qui nous permet de faire un calcul côté droite, côté gauche, et on prend le minimum. Donc ici, quand on compare hein, tolérance supérieure moins moyenne, donc c'est la flèche violette, divisée par la flèche verte, on voit bien qu'ici, on est inférieur à 1 dans ce cas-là. Donc ça retranscrit, ici on était à peu près égal à 1, et là on est inférieur à 1. Donc le CPK retranscrit le fait que, ben, effectivement, il y a un phénomène de décentrage qui fait que la moyenne se trouve proche de la limite de tolérance supérieure, et du coup, en calculant un CPK, on se rend compte de ce décentrage, ce qu'on n'a pas en calculant un CP. Donc le CP retranscrit la dispersion. Il nous dit si on rentre dans l'IT en termes de dispersion pure, et le CPK, c'est de la dispersion plus du décentrage. Il nous dit si on rentre dans l'IT, mais en prenant en compte le décentrage. Voilà. OK, donc dans l'industrie, alors en général, de manière normalisée, hein, dans les normes de capacité ISO 22514, à la base, on dit qu'un processus est capable lorsqu'on a un CP et un CPK supérieur ou égal à 1. Voilà. Dans l'industrie, à l'origine, hein, c'était ça la notion de capacité. C'était CP, CPK supérieur ou égal à 1. Voilà. Alors, c'est vrai que dans beaucoup d'industries, on le verra tout à l'heure, notamment automobile et aéro, on a tendance à demander plus que 1. Minimum 1,33, voire 1,67, voire 2. Voilà. Donc là, c'était pour définir notre CP-CPK, sachant qu'un calcul de capacité peut se faire suivant deux approches, de manière normalisée, hein, standardisée. La première, c'est un calcul de CP-CPK, qui est en général un calcul de capacité court terme, qui est fait sur donc, un certain nombre de pièces produites à la suite les unes des autres, donc 30 à 50 pièces, et donc sur une capacité court terme, enfin un écart type court terme. Voilà. Et puis l'autre calcul de kappa, c'est d'ailleurs quelque chose qui s'appelle un calcul de performance. Elle est faite en prenant en compte tout le comportement long terme de notre processus de fabrication et en prenant en compte tous les événements qui impactent la fabrication vie-série. Les réglages, les changements de l'eau matière, voilà, les variabilités thermiques, les variabilités qu'il peut y avoir du fait des usures des composants de la machine de production. Voilà. PPPK, long terme, CPCPK en général, court terme. Dans les deux cas, sur la période d'observation, il faut prouver évidemment la stabilité, il faut connaître le type de loi que l'on a devant nous, comme on disait tout à l'heure dans les prérequis. Voilà. Donc, pour reparler de ce qu'est maîtriser statistiquement un process de fabrication. C'est s'intéresser à localisation, dispersion, c'est faire entrer un certain nombre d'écarts types dans l'IT, c'est avoir un process stabilisé. Et une fois qu'on a ça, on vérifie nos prérequis, donc la stabilité et le fait qu'on est normal, et on peut mener ensuite un calcul de capacité. Voilà. Deuxième sujet de ce webinaire, on a dit que dans l'industrie, on avait tendance à avoir des exigences de capacité qui vont en augmentant. Au fil du temps, au fil des années, c'est vrai que moi, quand j'étais étudiant, je me rappelle, il y a 20-25 ans, on nous disait un process, il est capable quand il est à 1. Voilà. Et c'est vrai qu'après, quand on arrive dans l'industrie, on voit qu'on est tout de suite à 1,33, 1,67, 2, etc. Donc deux questions. Est-ce que c'est justifié de demander plus? Et est-ce que ça s'applique à toutes les cotes d'un assemblage mécanique? Ou est-ce que ça s'applique seulement aux cotes que l'on livre à notre client? Voilà. Donc, pour en parler, alors j'ai deux petits simulateurs que je voulais présenter. Le premier, c'est un petit simulateur de capacité, tout simplement, hein, c'est ce fichier-là qu'on utilise et qu'on met à disposition des participants à nos formations. Donc, j'ai mis ici dans ce fichier, vous voyez, imaginons qu'on est en train de regarder une tolérance de 20 plus ou moins 0,1. Vous voyez. Donc vous l'avez ici, hein, 20, et puis tolérance supérieure 20,1, tolérance inférieure 19,9. Voilà.
Donc après, c'est un simulateur qui permet de se rendre compte, en fait, si j'arrive pas à accéder aux cases, c'est bon. Permet de se rendre compte, j'ai un décalage, c'est bizarre. OK. Permet de se rendre compte de à quoi ressemble notre production, dans certaines configurations de capacité. Donc si on a un CP, un CPK de 1, c'est ce que je viens de rentrer ici, on voit comme attendu, hein, qu'on a 3 sigma de chaque côté qui rentrent dans l'IT. OK. Et en termes de ppm, on voit qu'on est à peu près à 2700 ppm. C'est-à-dire que sur 1 million de pièces, on en aura 2700 défectueuses, mais il ne faut pas s'arrêter là. Si on fait de la petite série, ça sert aussi. C'est-à-dire, si on produit une pièce, on a 99,73% de chances qu'elle soit bonne. Voilà. Et donc 0,27 qu'elle soit mauvaise. Voilà. Donc ça, c'est le cas où on est ACP, CPK de 1. Alors, ça, c'était, comme on a dit, hein, ce que dit la norme de manière historique, mais après, dans l'industrie, comme on l'a dit, on demande tout le temps du 1,33 minimum. Qu'est-ce qui se passe quand on passe à 1,33? Ben, en fait, le nombre d'écart types dans l'IT, c'est plus 3, c'est 4. Hein, c'est pour ça qu'on a fait 1,33. C'est parce que c'est 4 écart types dans l'IT. On le voit là, hein, c'est 4 écart types. Et ce qui est intéressant, c'est en termes de ppm, vous voyez que il y en a 33 côté gauche, c'est-à-dire 33 ici en dessous de la gaussienne, là, et 33 de ce côté-là, donc ça fait 66 en tout. Donc on comprend pourquoi les clients automobiles et aéronautiques ne demandent pas CP, CPK égale 1, et pourquoi ils demandent un 33 minimum, c'est parce que quand on passe de 1 à un 33, on passe de 2700 ppm à 66 ppm. Donc c'est quand même un gap énorme qui leur permet de se sécuriser. Voilà. Et donc évidemment, quand on continue à augmenter, bon, ça va aller en augmentant, hein, 67, on va avoir donc 5 sigma, j'ai mis 167, donc ça ne va pas aller, 1,67, on va y arriver, 1,67, ok. Donc on a 5 sigma dans l'unité de chaque côté et 0,54 pièces sur 1 million de mauvaises. Donc la probabilité de défectueux est très faible. Et évidemment, 2, bon, c'est encore meilleur. Je pense que vous avez saisi le principe. 2, ce sera plus ou moins 6 sigma dans l'IT et on aura 0,0018, je crois, ppm. Voilà. Voilà. Et puis sur ce simulateur, donc, la première chose qu'on vient de voir, c'est est-ce justifié que les constructeurs demandent des capacités qui sont exigeantes, c'est-à-dire qui sont à 1,33 ou 1,67? Ben, on voit que la réponse est oui, parce que ça nous permet de mieux maîtriser la probabilité de se voir livrer des défectueux par leurs fournisseurs. Donc c'est sûr, c'est justifié. Voilà. La deuxième observation qu'on peut faire dans ce fichier, c'est que, particulièrement quand on est dans une approche bureau d'études, on a tendance à réfléchir tel que je viens de le présenter, c'est-à-dire avec des lois gaussiennes parfaitement centrées. Mais c'est vrai que dans un environnement de fabrication, ce comportement du processus de fabrication n'est pratiquement jamais correspondant à la réalité. Chez les fournisseurs, on a toujours des processus de fabrication qui sont plus ou moins décentrés d'un côté ou de l'autre de la moyenne, en fait. Et donc le comportement, vous voyez, ça peut être, on peut être comme ça, on peut être de l'autre côté. Voilà, donc on a un comportement réel des process de fabrication euh, qui est pas quelque chose de centré, qui est quelque chose qui varie dans le temps. Voilà, et donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que comment dire, quand on est client et qu'on cherche à couvrir les risques que notre produit final ne soit pas conforme, eh ben, il faut entre guillemets, se couvrir par rapport à ce comportement réel des process de fabrication des fournisseurs. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc on vient de répondre à 2 questions. Est-ce justifié d'augmenter le niveau de capacité requis? Oui. Et puis, deuxième élément, les fournisseurs ont tendance souvent à se décentrer. Voilà. Alors, après, il y a une question qu'on peut se poser, c'est imaginez que vous êtes un client, vous imposez à vos fournisseurs un niveau de CP/CPK sur l'assemblage que vous livre votre fournisseur à 1,67. Imaginez vous lui donnez un sous-module, un sous-assemblage. Vous lui demandez un 67 sur la cote condition. Voilà.
Est-ce que ça veut dire que lui, il va falloir qu'il applique 1,67 à l'ensemble des composants de cet assemblage? Oui ou non? Alors c'est une question intéressante et on se rend compte que dans l'industrie, c'est une question qui n'est pas forcément très bien maîtrisée, très bien comprise. Alors je voudrais y venir rapidement avec un petit simulateur qui permet de répondre à cette question. Voilà, donc, euh, alors, pour répondre à cette question, on a besoin d'adopter une approche, entre guillemets, un petit peu bureau d'études, dans lequel on regarde une chaîne de cotes, hein. Alors j'ai caché la chaîne de cotes parce que c'était un mécanisme, que je n'ai pas le droit de montrer. On a un jeu résultant, J11, et puis on a, 5 cotes contributrices, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc, J11, doit être entre, 1 millimètre et 3 millimètres. C'est les limites de tolérance, hein, entre 1 millimètre et 3 millimètres. Et puis au niveau des cotes en entrée, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une chaîne de cotes, OK? Et puis, je vais y arriver. On a fait une chaîne de cotes et on a, déterminé, bah, sur la cote numéro 2, on a déterminé qu'il nous faut 9,9 plus ou moins 0,4. Sur la 3, il faut 22,6 plus ou moins 0,3, 3,6 plus ou moins 0,15, et cetera, et cetera. Et on a rajouté sur ces différentes cotes, hein, d'entrée, une modélisation du comportement réel, que l'on pourrait avoir en fabrication, donc à l'aide de CP et de CPK. Vous voyez ici, j'ai CP, CPK égale 1 sur l'ensemble des cotes. Donc là, je suis fournisseur, je fabrique mon assemblage. À l'heure actuelle, je fabrique avec un CP et un CPK de 1. OK? Donc vous voyez que sur chaque cote aussi, hein, sur chaque zone colorée, on a calculé le nombre de ppm. Donc là, vu qu'on est à 1, on en a 1350 à gauche, ici, 1350 à droite, et en tout, ça fait 2700. C'est le même chiffre que celui qu'on a vu dans le simulateur précédent. Donc vous voyez que nos composants, ils sont produits finalement à un niveau de qualité qui est juste passable. Ils ne sont pas à 1,67, nos composants. Ils sont à 1, en fait. Et si on regarde ce qui se passe au niveau du résultat sur la cote J11, ben, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, sur J11, si on calcule les variabilités que l'on obtient, ben, la gaussienne ressemble à ça, par rapport au jeu minimum qui est à 1, hein, le 1 c'est ici, et la gaussienne est là. On se rend compte que sur J11, on est capable de tenir une capacité qui est à 1,67. Voilà. Donc, avec des composants qui sont à CP-CPK de 1, on est capable d'avoir sur l'assemblage un CP-CPK de 1,67. Voilà, donc c'est quand même intéressant de savoir ça. À la base, c'est un travail fait au bureau d'études ou au bureau des méthodes, mais qui est très intéressant à faire. Et je pense qu'il est utile d'en être conscient, à la fois côté client, quand on exige des choses de ses fournisseurs, et aussi côté fournisseur, quand on veut justifier la robustesse de son produit à son client. Là, on peut dire à notre client, ben regardez, moi je vous livrerai bien du 1,67 en ayant du 1 sur mes composants. Voilà. Donc, c'est une conclusion assez intéressante. Voilà. Alors, après, la puissance du phénomène dépend un petit peu de la manière de faire la chaîne de cotes, hein. Si je fais une chaîne de cotes au pire cas, là, j'aurai les tolérances, je les ai calculées avant, hein, j'aurai plutôt cette tolérance-là, plus ou moins 0,1. Et là, je serai carrément à 2,2 en termes de CPK. Chaîne de cotes pire cas. Chaîne de cotes statistique, c'était ce que j'avais tout à l'heure, on serait à 0,4 moins 0,4. Voilà. Voilà, et donc on aurait un 67 en CPK sur le Y. Voilà. Alors il y a un petit risque quand même à prendre en compte, hein, c'est effectivement, là, quand j'ai fait une chaîne de code statistique, j'ai élargi les tolérances, je suis passé à plus ou moins 0,4. Si mes fournisseurs s'amusent à se décentrer, c'est-à-dire s'ils passent par exemple avec des forts décentrages, par exemple 3 en CP et 1 en CPK, eh ben, voilà, on va voir ce qui se passe. Quand j'ai une chaîne de code statistique, hein, je ressouligne, hein, c'est dans le cas d'une chaîne de code statistique. OK, chaîne de code pire cas, on n'aura pas le même problème. Eh bien, hop, hop, voilà. Donc, je suis à 3 en CP et à 1 en CPK pour chaque cote d'entrée. Si je regarde sur le résultat, vous voyez que le résultat qui était à 1,67 au début, il est passé à 0,7 en CPK. Et j'ai 18 000 ppm. Donc, c'est un petit peu le risque de cette approche.
quand on fait une chaîne de code statistique, effectivement, on a besoin de maîtriser ce que vont faire nos fournisseurs. Et on a besoin, soit chez le fournisseur, soit chez le client, d'aller bien analyser finement les capacités qu'on va demander sur chaque composant, de manière à garantir, quels que soient les décentrages, le niveau de capacité obtenu au niveau de l'assemblage. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, nous, Vertis Engineering, à la fois dans le domaine des capacités et dans le domaine du tolérancement. Donc ici, par exemple, on a un fichier qui reprend la même chaîne de code que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais qui intègre la notion de CP/CPK. Donc ça fait qu'au niveau du bureau d'études, là, vous voyez, si j'ai mis un 67 en CP et un en CPK, donc je suis décentré sur chacune des codes fabriqués de l'assemblage. Et quand je regarde le résultat au niveau du jeu J11, je vois que je ne tiens pas un CPK de 1,67. Voilà, donc là, mon décentrage a un impact trop important. Donc j'ai besoin d'aller restreindre un petit peu mon décentrage, peut-être en demandant un CPK à 1,33, qui va faire que je vais être moins décentré sur mes différents codes contributrices, et du coup, ça me permet d'atteindre un Y conforme à 1,67. Voilà. Alors après, il faut peut-être trouver le juste milieu, et justement, ça permet de le trouver, vous voyez. Ça permet d'aller dire, par exemple, si je me mets à 1,1 en CPK, 1,1, voilà. Est-ce que je serai bon? Bon, après, il faut trouver la bonne valeur. On peut le faire avec des algorithmes d'optimisation, hein, pour trouver les bonnes valeurs de capacité. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça permet, cette approche-là, de générer des économies, à la fois côté client et côté fournisseur, si on a une bonne manière d'interagir et de gérer ces phénomènes. Voilà. Donc, pour conclure sur le sujet, comment gérer les exigences de capacité croissante? Premièrement, oui, c'est justifié de demander des capacités élevées au niveau de la condition fonctionnelle résultante d'un assemblage mécanique. Et deuxièmement, c'est pas parce que on demande cette capacité élevée au niveau de la résultante il faut nécessairement demander le même niveau de capacité au niveau de l'ensemble des cotes de tous les composants qui font partie de la chaîne de cotes. On peut faire des économies si on est capable d'aller maîtriser l'allocation de capacité, voilà, en phase conception. Troisième point de notre webinaire, et je vais terminer rapidement, utiliser les capacités pour piloter un process de fabrication de manière réelle. Alors, je voulais parler de quelque chose qu'on connaît bien dans l'automobile et dans l'aéro, qui est les exigences en termes d'études de capacité mentionnées dans la PQP et le PPAP. Voilà, l'Advanced Product Quality Planning et le Production Part Approval Process. Évidemment, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est un outil, hein, la PQP, qui permet d'organiser les étapes d'un projet et surtout les livrables à chaque étape d'un projet. J'en parle parce que c'est une chose en fait qui a un impact sur l'utilisation des capacités pour piloter le process de fabrication. Quand on regarde ici dans cette matrice dans laquelle on a les différentes phases de la PQP, hein, quand on regarde les exigences client-fournisseur en termes de capacité, on voit que les capacités, bon, on doit les planifier en phase conception et développement du process, la phase 3 de la PQP, et on doit les finaliser, les réaliser, et surtout les livrer au client en phase 4, c'est-à-dire durant la phase validation produit et process. Et surtout, les études de capacité, c'est un livrable, on dit que c'est un livrable, hein, qui fait partie quasi tout le temps, hein, du PPAP, en fait. C'est l'un des livrables du PPAP. Voilà. Donc, effectivement, l'étude de capacité en fin de phase projet, quand on valide un process, c'est un livrable. Par contre, quand on passe en phase 5, enfin, quand on passe en vie série, il y a un autre livrable qui est effectivement celui qui beaucoup plus va impacter le pilotage du process. Utilisation de cartes de contrôle SPC, capacité long terme du process, évaluation pleine cadence. Voilà, donc on retrouve ici les activités qui réellement sont des activités de pilotage du process. Par contre, ces activités de pilotage, vous voyez qu'elles ne sont pas formalisées, elles ne sont pas contractualisées en fait dans quelque chose comme le PPAP, parce qu'évidemment le PPAP il intervient avant le début de la vie série. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est du coup quelque chose qui fait que quand on regarde, alors attendez, je vais repasser sur mon slide. Quand on regarde le déroulement d'un projet, effectivement, l'étude de capacité préliminaire qu'on a vue dans la PQP, elle est faite avant la fin de la phase validation produit-process et la fourniture du PIPAP au client. Par contre, après, les exigences en termes de pilotage, en termes d'approche statistique, sont beaucoup moins contractualisées et beaucoup moins formalisées en termes de rapport au client. Voilà. Et ça fait que il peut y avoir des divergences en fait dans l'approche utilisée pour maîtriser le process. Voilà. Alors une approche que nous avons vue, hein, qui est assez intéressante, c'est celle qui est présentée dans ce fichier qui est ici. Vous voyez ici, c'est un fichier de relevé de mesure sur une pièce qui est une pièce emboutie, dans laquelle on a un rayon côté gauche et un rayon côté droit. Et sur les rayons, donc le rayon qui est là, hein, vous voyez, le rayon qui est ici, on a une exigence, donc nominale 20, tolérance supérieure 0,2, tolérance inférieure 0,2, et puis CP 1,33, PP 1,33, CPK 1,33, PPK 1,33. Voilà. Alors, il m'est arrivé de rencontrer des industriels et de regarder leur suivi en conformité produit, et en fait de voir ce genre de fichiers, c'est-à-dire des fichiers dans lesquels, ici, toutes les 2 heures, par exemple, ou alors à chaque équipe, suivant la faisabilité du contrôle, on venait contrôler. Alors en général, ils contrôlent une pièce. Bon, c'est un autre sujet, hein, mais là, il n'y a qu'une pièce qui a été contrôlée. Normalement, il en faudrait plus, hein, il faudrait un échantillon. Et on trouve ici les relevés de mesure. Donc si vous regardez les relevés de mesure qu'on a là, sur les 40, enfin sur les 80 premières heures, du coup, voilà, vous pouvez voir, hein, si vous regardez, qu'il n'y a aucune valeur qui sont hors tolérance. Voilà. Voilà, alors une petite question que je voulais vous poser avec le sondage. Ce processus-là que je suis en train de montrer, où on voit toutes les mesures dans la tolérance, est-ce qu'il vous semble maîtrisé? Donc en majorité, effectivement, vous avez répondu oui. Je crois 3 réponses sur 5 et non, donc 2 réponses sur 5. Voilà. Alors parlons-en. On est en vie-série, donc les études de capacité ont été faites au moment des échantillons initiaux, à la fin de la phase projet. Les études de capacité étaient bonnes. Et puis en usine, il y a beaucoup moins d'exigences, donc du coup, on a un suivi en conformité où on fait des mesures. On fait des mesures régulièrement, hein, comme ici, et puis on se rend compte que toutes les valeurs sont entre guillemets vertes. On a aussi un code couleur pour nous dire tout est vert. Voilà, tout est vert, il n'y a aucun problème. Voilà. Par contre, et c'est un cas que j'ai vu, hein, la valeur de la mesure de capacité, vous la trouvez tout à droite, au fond du fichier, vous trouvez la capacité. Vous voyez la capacité là, qui est basée sur les valeurs qui sont dans le tableau, hein, en fait, elle est à CP de 0,6 et CP4 0,4. Voilà, malgré évidemment que toutes les valeurs dans le tableau sont dans la tolérance, bien évidemment. Voilà. Donc ce que ça veut dire, c'est que 0,6, 0,4, hein, si vous mettez ça dans le fichier, 0,6, 0,4 en termes de ppm, ça vous fait 123 000 ppm, donc un peu plus de 12% de défectueux. Vous voyez, vous les voyez là, les défectueux, hein, c'est toute la zone qui est là, ok, et puis toute la zone qui est ici. Voilà. Et donc, là où vraiment cette situation est problématique, c'est que les entreprises qui travaillent comme ça, en fait, elles considèrent que le processus est maîtrisé tant que les contrôles fréquentiels sont tous verts. Elles ne Du coup, elles ne se servent pas du tout de ce qu'on pourrait appeler l'inférence statistique, basée sur les capacités, qui est censée être là pour les alerter et leur dire: «OK, toutes tes pièces sont vertes, mais si tu en produis 1 000 000, tu en auras 123 000 de mauvaises». Voilà. Donc c'est c'est quelque chose d'important parce que, du coup, ça fausse si on travaille qu'avec des mesures individuelles, comme c'est fait ici, ça fausse complètement aussi l'analyse de la maîtrise du process. Parce que si, par exemple, on a une, 45e mesure et on la trouve, mettons, à, je sais pas, on la trouve à 20,3, les équipes en prod qui sont habituées à travailler avec, l'approche vert-rouge, elles vont mettre rouge et elles vont dire: «On n'est plus bon». Donc on maîtrise plus notre process. Donc notre processus, il est devenu instable, ils vont commencer à dire. Ben non, il n'est pas devenu instable.
C'est juste que dès le départ, il n'était pas capable. Donc c'est normal que tu commences à avoir des pièces mauvaises à un certain moment. Et c'est là que ça pose problème parce que, en fait, on va commencer à... Enfin, on va faire des analyses qui considèrent qu'on est devenu instable, qu'on est devenu non capable, alors qu'on l'était depuis le départ. Et donc, on va chercher à comparer ce qui s'est passé entre la valeur rouge et les valeurs vertes, alors que le process, il se comporte exactement de la même manière. Donc c'est vrai que maîtriser un process, eh ben, la leçon de ça, effectivement, c'est que ces capacités, ça doit être quelque chose qu'on suit en continu, quoi. C'est sûr, ça doit être à chaque relevé de qualité, on doit avoir une analyse statistique qui nous dit où est-ce qu'on est, où on va, et si on fait l'inférence sur 1 million de pièces, du coup, ça nous dit ce qu'on va obtenir. Donc c'est une chose que l'on développe, nous, hein, dans nos approches SPC, je me dépêche. On mène des phases de stabilisation d'un process de fabrication. OK. On part d'un process qui est instable au début, hein, qu'on voit sur les courbes ici. On va progressivement le stabiliser. On va vérifier qu'il est stable. OK. On va vérifier sa capacité, notamment son PPVPK sur un certain nombre d'observations. Et ensuite, il y a des relevés fréquentiels, hein, évidemment, d'échantillons qui sont déterminés de manière rigoureuse. Et à chaque, du coup, relevé d'échantillon, on recalcule, une capacité court terme, un CP-CPK, par exemple, sur cet échantillon-là, qui nous permet de voir que on passe de 2,5 à 0,71. Donc là, oui, il y a quelque chose qui s'est passé, ça c'est sûr. Entre l'échantillon 1 à 20 et l'échantillon 21, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est sûr. Il y a une cause spéciale qui est apparue, qu'il va falloir adresser. Voilà. Donc capacité, effectivement, court terme, CP-CPK sur chaque échantillon pour voir si on reste maîtrisé, et puis le long terme pour voir si on respecte l'exigence de capa long terme de la part du client. Voilà. Donc j'ai terminé. Je voulais vous remercier. J'ai peut-être un petit peu dépassé le timing prévu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par le chat. On pourra essayer de répondre ou répondre ultérieurement, éventuellement. Voilà. Merci à vous.